Les premiers engins à atteindre l'espace le faisaient en vol suborbital. Ce sont en effet les vols spatiaux les plus simples, bien que déjà difficiles à réaliser. Un missile balistique est une fusée comportant une charge utile, généralement militaire, sur une longue distance, en passant souvent par une phase de vol suborbitale. Ce sont en effet les premiers engins à avoir atteint l'espace en dépassant la ligne de Kármán, située à une altitude de 100 km, puisqu'avoir une capacité militaire de frappe sur l'ennemi situé à une grande distance était une priorité au début de l'ère spatiale qui coïncide avec la guerre froide. La V2, de son nom complet Vergeltungswaffe 2, soit arme de représailles numéro 2, en français, autrement appelé agrégat 4, abrégé en A4, fut le premier missile balistique de l'histoire. Cet engin a été développé en Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale sous la direction de Wernher von Braun. Les premiers vols d'essai eurent lieu en 1942 et cet appareil devint bientôt le premier objet conçu par l'homme à atteindre l'espace lors de vols suborbitaux qui se situeront au-delà de la ligne de Kármán, soit 5 km d'altitude. De très nombreux missiles balistiques seront développés par la suite, les premiers découlant directement de la V2, tels que le missile Redstone américain ou bien le premier missile soviétique développé à partir de débris de V2 trouvés par les soviétiques en ex-Allemagne nazie, qui ont été analysés par Korolev, qui aura réussi à en découler les plans du missile. Mais beaucoup d'autres missiles ne reprendront pas cette base-là, et ils sont encore utilisés aujourd'hui. Face à l'absence de conflits militaires et aux faibles capacités de certains missiles nécessitant ainsi des remplacements, des scientifiques ont pu récupérer des surplus de missiles et de prototypes, et après des modifications, ils ont créé des fusées-sondes. Ces fusées sont équipées d'appareils scientifiques permettant des expériences en microgravité durant la quinzaine de minutes que dure généralement le vol, ou bien d'appareils photo pour prendre des photos à haute altitude, ou tout autre appareil permettant une observation ou une étude de l'atmosphère. Les fusées-sondes sont toujours utilisées aujourd'hui, principalement en météorologie, puisque pour les autres usages, on arrive désormais à faire du vol orbital. On trouvera également du vol suborbital habité, puisque face aux difficultés et aux dangers liés au vol spatial habité, les Américains, dans un premier temps, choisi l'option qui était la plus simple techniquement et la moins chère financièrement, ainsi que la plus sûre pour les astronautes, à savoir le vol suborbital. Puisque le vol suborbital induit une vitesse moins grande, donc moins de danger, et a des frottements à la rentrée atmosphérique. Donc on trouve tout d'abord les vols suborbitaux du programme Mercury. En 1958, les responsables de la NASA lancent ce programme dans le but de parvenir à envoyer un homme dans l'espace. Afin de prendre le moins de risques possible pour les astronautes, les 2 premiers vols habités seront suborbitaux, après plusieurs vols tests avec des singes à bord qui ont été faits en suborbital puis en orbital. Après cette série de vols de tests, le 5 mai 1961, la mission Mercury Redstone 3 emporte Alan Shepard pour un saut de puce spatial. Globalement, ce vol aura lieu peu de temps après celui de Gagarine et n'effacera pas la défaite américaine face aux soviétiques dans cette partie-là de la course à l'espace. Le 21 juillet de la même année, Gus Grissom fera un vol identique se terminant par la perte de la capsule dans l'océan après le sauvetage in extremis du pilote suite à un déclenchement de l'une des trappes de la capsule par des boulons explosifs qui n'auraient jamais dû exploser. Gus Grissom sera longtemps accusé d'être en faute avant d'être innocente. Malheureusement, peu de temps avant sa mort, lors d'un accident d'entraînement. De 1960 à 1968, la NASA et l'US Air Force vont faire voler le premier avion spatial suborbital, à savoir le X-15, qui est capable de voler jusqu'à 107 km d'altitude. Et parmi les pilotes d'essai, ayant eu la chance de piloter, on comptera un certain Neil Armstrong. Il faut savoir que cet appareil était extrêmement dangereux, et cependant il a pu apporter beaucoup à la science de par ses capacités, permettant un vol supérieur et des vitesses atteignant Mach 15, et ainsi
étudier le comportement des métaux à haute vitesse et à très haute altitude, ce qui permettra d'ouvrir la voie du développement des navettes spatiales et de certaines protections thermiques pour des capsules qui seront au second plan, puisque c'est avant tout l'aérodynamique pour un avion spatial qui est étudié à travers le X-15. Aujourd'hui, la fusée New Shepard de Blue Origin et les avions Spaceship One and Two sont des projets ayant pour but de permettre à des touristes de faire un vol spatial suborbital. Ce sont des projets qui n'aboutissent malheureusement pas pour l'instant, malgré des développements qui progressent. On pourrait s'attendre à les voir voler à l'avenir. En attendant, le vol spatial orbital semble lui avoir plus d'avenir. L'association Copenhagen Suborbital conduit également un projet de vaisseau suborbital qui cette fois-ci est prévu pour un vol amateur. Il placerait ainsi, s'ils réussissent, le Danemark en 4e pays à envoyer un homme dans l'espace et se placerait comme les premiers à envoyer un homme dans l'espace en tant que non professionnel, puisqu'on a eu des premières pour des vols d'agences étatiques avec la Russie, l'URSS, les États-Unis puis la Chine, suivi de premiers vols pour des entreprises privées avec SpaceX. Et là on pourrait voir une association parvenir à ce statut. Nous sommes le 4 octobre 1957 sur le cosmodrome de Baïkonour. Il est 19h28 temps universel, soit le temps du méridien de Greenwich. La fusée R7 Semyorka emportant Sputnik 1 s'arrache de son pas de tir. 5 minutes plus tard, le satellite est placé en orbite, faisant de l'URSS le premier pays à placer un objet artificiel en orbite. Les semaines suivantes, son bip bip le rendra célèbre dans le monde entier et humiliera les Américains. Le 3 novembre 1957, les soviétiques lancent la mission Sputnik 2. Cette mission sera la première à placer un être vivant en orbite qui sera la chienne Laika, de son vrai nom Kudryavka. Elle deviendra aussi le premier être vivant à mourir dans l'espace et reste à ce jour le seul être vivant humain compris pour lequel on est absolument sûr qu'elle soit morte dans l'espace, puisque les autres accidents mortels pourraient très bien avoir lieu dans la haute atmosphère. Sputnik 3, mis en orbite le 15 mai 1958 lors de sa deuxième tentative de lancement, était un satellite scientifique lancé par l'URSS dans le but d'étudier les ceintures de Van Allen, qui seront découvertes peu de temps avant eux par les Américains. Sputnik 4, 5 et 6 étaient en réalité des missions de test du programme Vostok, étant des vols non habités du vaisseau en question, avec entre autres des animaux à bord, voire des mannequins. Sputnik 7 et 8 étaient des missions de lancement vers Vénus qui, suite à leur échec, seront cachées par l'URSS sous ce nom générique, effaçant ainsi toute honte pour le pays. Sputnik 9 et 10 furent les deux dernières missions de test du vaisseau Vostok. On retrouve ici un autre usage militaire de l'espace. En effet, les satellites de reconnaissance, ce sont des satellites espions utilisés à des fins d'espionnage militaire notamment. Chez les Russes, la première série de satellites de reconnaissance qui a été utilisée de 1961 à 1994, avec un commencement de l'utilisation sous l'URSS et une utilisation au début de la Fédération Russie. Ce satellite Zénith, qui a eu droit à plus de 500 satellites lancés, le chiffre exact est donc difficile à déterminer puisque ces satellites sont issus de programmes militaires dont les archives ne sont pas vraiment toutes déclassifiées, donc les chiffres fluctuent, mais globalement on reste au-delà de 500. Ce satellite n'est autre qu'un vaisseau Vostok dont la capsule était équipée de nombreuses caméras et d'un stock important de pellicules photographiques. Une fois l'intégralité des pellicules photographiques utilisées, le satellite faisait une rentrée atmosphérique et était récupéré sur le territoire soviétique. La deuxième série de satellites
est utilisé depuis 1974, qui est la date de lancement du premier prototype. Donc, le satellite Yantar comporte également une capsule de rentrée, à l'exception des 2 dernières versions qui seront équipées de systèmes de télétransmission. Contrairement à son prédécesseur, il a une architecture spécifique puisqu'elle n'est pas basée sur un autre vaisseau existant, notamment les vaisseaux habités, puisque ce sont les vaisseaux qui ont généralement les meilleures capacités d'entrée atmosphérique, avec les plus fortes charges. Le nombre de satellites lancés serait de environ 200. Le satellite étant encore utilisé aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir des données exactes de lancement. Mais ce que l'on peut savoir, c'est que ce satellite est encore utilisé et qui reste efficace à l'échelle actuelle pour de la reconnaissance optique. Les satellites ARAX sont plutôt des satellites expérimentaux. Ils sont issus d'une étude de satellites espions de 3e génération. 2 satellites ont été lancés, un en 1997 et l'autre en 2002. Le vaisseau aurait une masse d'environ 7,5 tonnes et comprendrait un télescope. On ne peut pas en savoir plus puisque beaucoup d'informations sont là aussi classifiées. On trouve également les satellites Orlets, qui sont une série de satellites de reconnaissance photographique dérivés du Yantar. 10 satellites ont été lancés de 1989 à 2006 dans un cadre expérimental. Étant dérivés du Yantar, ils partagent la même base et la même forme. Les satellites Persona sont de gros satellites de reconnaissance conçus en remplacement des Yantar. Seulement 3 satellites ont été lancés à l'heure où ce scénario a été écrit, où ce documentaire est tourné, à savoir un en 2008, un en 2013, un en 2015. Le peu de lancement présage une retraite encore assez lointaine pour le satellite Yantar. Et l'une des dernières versions de satellite dont on va traiter est le satellite Condor. Le premier exemplaire de ce satellite a été lancé en 2013. On sait également que l'Afrique du Sud en a acquis un, cette fois-ci à un usage civil, mais avec les mêmes appareils, toutefois certains systèmes de transmission différents, puisque ne nécessitant pas des cryptages spécifiques à l'armée russe. Actuellement, la Russie exploite également des satellites espions de type Bars-M et Razdon, satellites pour lesquels les données sont quasi inexistantes. Donc le satellite Explorer 1 n'est autre que la réponse américaine à Sputnik 1. En effet, au départ, il était prévu que c'était le programme Vanguard qui aurait dû mettre le premier satellite américain en orbite. Ce programme subit de grosses difficultés et une humiliation publique pour les États-Unis avec l'échec spectaculaire du premier lancement le 6 décembre 1957. Les satellites des États-Unis sont donc mis hors course par les Russes peu de temps après. Afin de combler le retard, les équipes de Wernher von Braun, qui a été recruté par les États-Unis à la suite de la chute de l'Allemagne nazie, sont autorisés à développer un lanceur de satellites. Le développement du lanceur et de sa charge utile est réalisé en 90 jours, ce qui est alors un temps record. Et le 1er février 1958, un lanceur Juno 1, qui est un assemblage de plusieurs autres missiles existants afin de créer un lanceur orbital, décolle de la base de Cap Canaveral à 3h48 temps universel. Il place le satellite Explorer 1 en orbite, et ce satellite de moins de 14 kg, s'il n'a pas permis de battre les Russes, permettra tout de même d'accomplir une première scientifique, non plus une première technique, puisqu'il découvrira les premiers indices de l'existence des ceintures de Van Allen. Explorer 2, qui était globalement un satellite identique à Explorer 1, sera un échec. Explorer 3 était une copie d'Explorer 1, là encore, pour des raisons de simplicité. Lancé le 26 mars 1958 à 17h38 temps universel par un Juno 1, ce satellite confirmera l'existence des ceintures de Van Allen grâce à ses mesures.